Yo les gars, on se retrouve pour la troisième partie, enfin. Je suis vraiment désolé, j'ai mis pas mal de temps avant de la sortir parce que j'étais plutôt occupé au garage. J'avais beaucoup de boulot, donc j'avais pas le temps de me consacrer au montage, au montage de la vidéo. Donc voilà, là pour ceux qui n'avaient pas suivi la deuxième partie, on avait une 350 SXF avec un problème de boîte, une quatrième qui passait plus. Donc on a détecté les différents éléments qu'il fallait changer. Donc on a procédé au changement complet de la boîte. On a pris une boîte d'occasion pour limiter les coûts. On a changé la fourchette de boîte qui gère la quatrième et cinquième vitesse. On a changé le barillet parce qu'il y avait des boursouflures au niveau des passages critiques des fourchettes de boîte. On a changé aussi le rotor stator parce qu'on avait le roulement qui s'était cassé et qui avait laissé passer des aiguilles entre le rotor et le stator, donc qui a complètement bouffé le revêtement du rotor. On a changé bien évidemment tous les roulements bas moteur et les joints spi pour repartir sur une bonne base. Voilà. Donc là maintenant on procède au remontage. On commence toujours par la boîte de vitesse. On enquille la boîte de vitesse, ensuite les trois fourchettes. Ensuite on va mettre le barillet de sélection et on va mettre chacune des fourchettes à sa position finale. Une fois qu'on a fait ça, que chaque fourchette est correctement positionnée, on va pouvoir remettre les axes de fourchette de boîte avec leur ressort bien sûr. Chez KTM il y en a 3, sur la 350 SXF il y en a 3. Donc on remet chaque axe avec son ressort. Et là, on va vérifier si notre boîte tourne sans à-coups et sans problème. Là, c'est le cas, il n'y a pas de souci. Donc, on sait que notre boîte est correctement remontée. On va pouvoir ensuite positionner notre vilebrequin dans le carter. Et idem, on va vérifier qu'il tourne correctement, il n'y a rien qui vienne frotter. Que tout glisse normalement. On n'oublie pas de lubrifier chaque pièce avec la bonne huile pour éviter toutes les frictions lors du premier démarrage et tous les échauffements de pièces au démarrage. Parce que quand une pièce chauffe, elle s'use prématurément ou elle se casse. Ensuite, on va pouvoir fermer les deux demi-carters. Pour ça, on va mettre de la pâte à joint. Chez certaines marques, on utilise parfois des joints carton. C'est le cas de chez Honda. C'est le cas aussi de chez Beta, par exemple. Donc là, un petit conseil pour ce qui est de la pâte à joint, ne laissez pas le boudin que vous allez positionner sur le plan de joint avec votre petit tube de pâte. Le mieux, c'est de l'étaler au doigt. Pour la simple et bonne raison que toute la surface du plan de joint soit correctement prise par la pâte à joint. Aussi, pour la simple et bonne raison qu'à certains endroits au niveau du plan de joint, on a des canaux de lubrification. Donc c'est mieux d'étaler notre pâte à joint au doigt pour éviter d'en mettre trop, de mettre trop de pâte et boucher ces canaux de lubrification. Si vous les bouchez, vous limitez la longévité de votre moteur. Parce qu'un moteur mal lubrifié, comme vous le savez, c'est un moteur généralement qui finit par casser. C'est ce qu'on avait vu dans une précédente vidéo avec la culasse du 450 YFZ qui a un arbre à cam complètement serré et scellé au niveau des paliers d'arbre à cam. Il était complètement serré. Donc là, le serrage, on le fait à la clé dynamométrique. Le meilleur de toute façon, c'est un outil indispensable pour tout mécanicien confondu, c'est la clé dynamométrique. Ça vous permet d'avoir un serrage homogène, régulier, et ça vous évite de foirer les filetages qui sont relativement fragiles lorsqu'ils sont en aluminium. Ça, c'est quelque chose de très courant, que je vois très couramment sur des moteurs que je répare ou que je remonte. C'est des filetages foirés qu'il faut reprendre parce que ça a été trop serré. Donc là, la clé dynamométrique, on va dire qu'elle vous protège de ça. Surtout pour avoir un serrage précis, le plus précis possible. Parce qu'une clé dynamométrique, bien évidemment, ça a une marge d'erreur.
En fonction de sa qualité, vous aurez plus ou moins 1 à 2% de marge d'erreur. Pour vous rapprocher le plus du couple de serrage voulu, il faut que vous fassiez un serrage en continu sans à-coup. C'est-à-dire que vous partez du point A et vous allez directement au point B. Vous serrez d'abord votre vis au point de contact voire un peu plus. Et ensuite, vous prenez votre clé dynamométrique et vous serrez du point A au point B directement. Ça vous permettra d'avoir un serrage précis et le plus proche du couple que vous désirez. Une fois qu'on a serré nos 2 demi-carters, là, on va pouvoir enquiller notre chaîne de distribution. On fait passer la chaîne. Ensuite, on la met autour de notre arbre de pompe à eau. Et avant de le mettre dans sa position finale, c'est-à-dire dans son petit roulement, on va d'abord enquiller les patins guide chaîne. Parce que si vous ne le faites pas en première instance, vous n'arriverez pas à mettre votre arbre de pompe à eau, tout simplement. Pensez à mettre du Loctite, enfin du frein filet, pardon, sur vos vis de patin. Le frein filet bleu suffit amplement. Pas besoin de mettre du rouge parce que la prochaine fois que vous démonterez votre moteur ou pour le suivant, ce sera une galère à desserrer. Donc le frein filet bleu, ça suffit amplement. Et ça vous permettra que vos vis ne se desserrent pas lors du fonctionnement du moteur avec les vibrations, etc., etc. Une fois que vous avez mis vos patins, pensez à les serrer au couple. Meilleure façon d'avoir toutes les données constructeurs, c'est de chercher sur Internet le manuel d'atelier, en anglais Service Manual ou Manual Workshop Manual, pardon, de votre moto. Généralement, on arrive à trouver tous les manuels gratuitement sur Internet. Des fois, quand vous avez des marques particulières, c'est vrai que c'est compliqué. Si c'est pas exactement la même année, c'est pas grave parce que généralement les moteurs n'évoluent pas plus que ça, mis à part lors d'une transformation majeure. Mais surtout, quand vous remontez votre moteur, équipez-vous du manuel d'atelier, c'est très important. Dedans, vous avez toutes les spécifications constructeurs, tous les couples de serrage, toutes les quantités d'huile liquide, etc., etc. Vous avez le remontage de votre moteur de A à Z. Donc, au moins, si vous êtes perdu, vous vous y référez et là, vous êtes tranquille. Vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Toutes les annotations, enfin, vous avez tout dedans. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous n'avez pas l'habitude, ou même si vous avez l'habitude, de toute façon, c'est d'avoir le manuel d'atelier au moins. Lorsque vous vérifiez des pièces, vous avez toutes les cotes et mesures à connaître pour savoir si votre pièce elle est hors d'usage ou si elle est encore bonne. Là maintenant, on va pouvoir installer le pignon d'arbre primaire. Donc le pignon d'arbre primaire, attention, dessus il y a 2 petits points. Voilà, c'est eux qui vont nous dire si on est calé, notre distribution est calée au niveau du bas moteur. Sur le pignon d'arbre de pompe à eau, on a un point aussi. Et sur le pignon d'arbre primaire, on a nos 2 points plus une échancrure. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se tromper sur la position du pignon. Il faudra juste tourner notre arbre de pompe à eau pour tomber bien en face comme à l'écran. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous savez que votre distribution en bas elle est calée, il n'y a pas de souci. On va pouvoir mettre l'écrou de serrage de l'arbre primaire. On met du frein filet aussi. Et à ne pas oublier, c'est un serrage en pas inversé, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire qu'on va serrer vers la gauche avec un couple de 100 Nm. Donc c'est un couple assez conséquent. Et pour ça, on va réinstaller notre vis de blocage de la rotation du moteur. Comme ça, on va bloquer la rotation de notre vilebrequin et on pourra serrer notre écrou au couple voulu. Donc là, comme précédemment précisé, le couple voulu, c'est 100 Nm, ça équivaut à 10 kg de force sur
sur notre écrou. Un serrage à 10 kg. Donc là, normalement, avec la vis de blocage, ça c'est une bonne chose chez KTM. On retrouve pas ça, chez les Japonais, mais ça c'est une bonne chose. Ça vous évite d'avoir spécialement des outils pour bloquer vos pignons. Après, il y a une technique qui existe, qui fonctionne aussi, et qui n'abîme pas vos pignons. C'est d'utiliser une pièce de monnaie, en cuivre, donc les pièces rouges, que vous allez glisser entre les deux pignons. Ça va leur éviter de tourner, et ça va les bloquer sans les abîmer. Parce que c'est le cuivre qui va se déformer sous la force exercée, et ça va vous permettre de serrer votre arbre primaire ou votre arbre secondaire, peu importe. Là ensuite on va pouvoir remonter notre pompe à huile en pensant à bien la lubrifier au remontage. Lubrifier toutes les pièces. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, mais pensez à tout lubrifier. C'est très 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 important, surtout pour le premier démarrage. Ensuite on va remettre chacune des vis avec du frein filet. Frein filet bleu, c'est largement suffisant. Et on pourra mettre ensuite notre hélice, sans oublier les petits circlips et les rondelles. L'avantage aussi d'avoir le manuel d'atelier, c'est que quand vous oubliez, parce que des fois vous attendez des pièces, vous n'avez pas spécialement le temps d'enchaîner le remontage du moteur, parfois ça arrive d'oublier. Au moins sur votre manuel d'atelier, vous savez exactement l'ordre des pièces. Si la rondelle elle vient avant telle ou telle chose, voilà, vous êtes tranquille. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre le pignon d'entraînement de la pompe à eau. Pareil, avec ses rondelles et son petit circlips. Ça, les circlips, c'est des consommables. Vous regardez leur état, mais généralement, le mieux, c'est de les changer. Quand vous faites un remontage, c'est de les changer, comme ça, vous êtes tranquille. Au moins, les circlips neufs ne sont pas déformés et ne se sont pas élargis avec l'action de l'ouverture et de la fermeture du circlips. Là, pareil, on va mettre le circlips qui vient bloquer notre boîte de vitesse. Il y en a qui le mettent avant, il y en a qui le mettent directement quand ils ouvrent, enfin quand le moteur est encore ouvert. Moi je le mets quand c'est fermé. Vous pouvez faire dans le sens que vous voulez, ça c'est pas un problème. Là on va monter et fermer définitivement notre pompe à huile. Donc j'ai retourné le moteur, je l'ai mis du côté allumage. Et là on va pouvoir mettre l'hélice et son réceptacle. On fait attention de ne pas forcer parce que c'est des pièces qui sont en plastique, et surtout on veille à bien les lubrifier. Comme ça au moins on a monté complètement notre pompe à huile, pardon, j'ai dit pompe à eau, je sais plus. Donc là notre pompe à huile est complètement remontée. On va pouvoir fermer le petit carter et on va pouvoir passer au remontage de la partie embrayage. Donc là, on va pouvoir fermer définitivement. On lubrifie le nouveau joint torique. Et on va pouvoir fermer notre petit carter. Là, notre pompe à huile sera complètement remontée. On pourra bouger notre moteur dans tous les sens. Les hélices et compagnie ne vont pas tomber. Donc là, comme ça, on est tranquille pour travailler. Et au moins, la pompe à huile est montée définitivement. Veillez à ne pas serrer vos vis de manière excessive. C'est pas la peine. N'oubliez pas que sur le carter à lui, les filetages sont très fragiles.
On va profiter avant de tourner notre moteur de mettre le joint spi de l'arbre de sélecteur. Comme ça nous évite, ça nous évitera de le faire quand l'arbre de sélecteur sera monté. Ce sera plus simple. C'est plus simple maintenant. On l'huile légèrement et on peut le mettre en position. Si vous n'y arrivez pas, après avec une douille à la bonne taille, vous tapez légèrement pour le rentrer jusqu'à son point final. Donc là, on va pouvoir monter tout notre système de sélection, le levier et notre étoile qui vient, étoile très importante qui vient nous permettre de choisir le rapport voulu. Donc sur le montage, on ne peut pas se tromper, il y a une partie qui est plus petite que l'autre et qui vient directement s'enquiller dans le barillet de sélection. On veille à bien l'enfoncer, parce que si c'est mal enfoncé, parfois on pense que le système est bien monté et finalement ça fait que vos vitesses ne passent pas correctement. Après, une fois qu'on l'a monté, on l'a serré avec du frein filet, on va vérifier le passage de nos vitesses, vérifier que notre boîte tourne à chaque passage de rapport. Si la boîte tourne à chaque passage de rapport, vous êtes sûr que votre boîte elle est montée correctement et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Si il y a des rapports qui ne passent pas ou qui sont bloqués, là vous avez un problème. Ça veut dire que votre boîte est mal montée, qu'il y a peut-être quelque chose qui est à l'envers, ou alors il y a une pièce auquel vous n'avez pas fait attention qui est abîmée. Donc là on voit, j'arrive sur le deuxième rapport, ça tourne toujours. Là ici, je suis au point mort. Donc on voit que elle a une forme différente. Là je suis en deuxième. Donc j'ai passé tous mes rapports. Là je suis au point mort, ça tourne toujours, il n'y a aucun souci. Donc là on peut procéder à la suite. On va pouvoir enquiller notre arbre de sélecteur. On n'oublie pas la rondelle. Et pour le mettre, il suffit juste de reculer un petit peu la platine, maintenue par le ressort, et ça rentre tout seul. On fait attention aussi que la partie haute est bien dans sa position finale, c'est-à-dire que le ressort se mette bien dans la forme dédiée du carter. Et là, on peut passer à la suite. On va pouvoir remonter notre embrayage. Donc on n'oublie pas la cage à aiguille qui vient bien évidemment avant toute chose, les rondelles. Et ensuite, en jouant un petit peu avec le pignon, on pousse notre embrayage jusqu'à sa position finale. Donc là, on ne peut pas vérifier que ça tourne parce qu'on a encore notre vis de blocage de rotation du moteur. Et là, on va pouvoir mettre notre rondelle frein. La rondelle frein qu'on va utiliser après serrage de l'écrou en rabattant les petites languettes que je vous ai montrées sur l'écrou pour éviter qu'il se desserre lors du fonctionnement de l'embrayage. Donc là, pareil, c'est un serrage, un couple assez fort. J'ai pas l'outillage dédié KTM, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé les deux petits tubes, les deux petits sleeves qui maintiennent les disques lisses, et j'ai mis mon outil générique de blocage d'embrayage. Ça a fonctionné, donc vous précipitez pas si un jour vous remontez un moteur de KTM, vous précipitez pas à acheter directement l'outil KTM qui est assez cher. Ça marche aussi avec un outillage classique. Donc là, on ramène notre écrou au contact et après on cherche à se faire un serrage en direct. C'est pas évident, surtout que c'est un couple à 100 Nm, mais le but pour se rapprocher des 100 Nm le plus possible, c'est de faire un serrage, comme je vous ai dit, en continu, sans à-coup. Une fois que c'est serré, on va repositionner nos deux tubes et on va pouvoir refermer la languette de l'écrou frein sur notre écrou pour pouvoir le bloquer.
Ça, si vous voulez, c'est une sécurité parce que l'embrayage, c'est une pièce qui tourne relativement vite. Donc, pour éviter toutes les mauvaises surprises et par sécurité, on rabat la langue guide-frein sur l'écrou et ça nous empêche, enfin, ça empêche l'écrou de se desserrer. On va pouvoir passer au remontage des disques. Donc, on commence toujours par, chez KTM, c'est différent, un disque lisse et ensuite un disque garni. Et au remontage, on va huiler avec notre huile chaque disque. Chaque disque doit être copieusement huilé pour éviter les frictions et que votre embrayage ne chauffe au démarrage. Ça, c'est quelque chose de systématique qu'il faut faire à chaque changement de disque, chaque ouverture de l'embrayage. C'est très important de nettoyer, d'enlever la vieille huile et de réhuiler avec l'huile neuve. Voilà. Ici, on termine par un disque lisse. D'habitude, c'est d'abord un disque garni et ensuite un disque lisse. Mais chez KTM, c'est différent. Une fois qu'on a positionné notre plateau de pression, on va pouvoir mettre nos vis avec les ressorts. Comme je vous l'avais expliqué, c'est pareil que pour une culasse et autres. On serre progressivement en croix. Donc là, on peut le faire avec une visseuse. On ramène nos vis jusqu'au contact. Mais surtout, ce qui est très important pour éviter d'abîmer les pièces, c'est de faire un serrage en croix. Après, on terminera au couple demandé avec la clé. On va pouvoir positionner notre joint. Hop, on met un petit peu de graisse ou d'huile ou alors un tout petit jdick de pâte à joint pour éviter que le joint ne bouge de sa position quand on va venir fermer avec le carter d'embrayage. Voilà, on va repositionner toute notre visserie. Pareil, c'est un serrage à 10 Nm. Donc c'est pas un serrage excessif. Surtout, la chose aussi qu'on a pensé à changer, c'est de mettre une pompe à eau Boyesen. Pourquoi on a changé la pompe à eau? Parce que, comme je l'avais précisé dans la précédente partie, les pompes à eau de SXF, enfin des 350 surtout, des années 2013, 2012, 2011, elles n'arrivaient pas à gérer le flux d'eau entrant, ce qui fait qu'elles finissaient par s'arrêter. Et donc un moteur qui n'est pas refroidi, c'est bien évidemment un moteur qui chauffe, et donc c'est un moteur qui casse. Donc là, par sécurité et pour être tranquille, on a mis une pompe à eau Boyesen avec une hélice en aluminium. Donc Boyesen, c'est un gage de qualité et de tranquillité. Et là, on aura un super flot de refroidissement et un moteur qui est bien refroidi, c'est un moteur qui est performant. Alors ensuite, on va repasser du côté allumage et on va monter la crépine d'huile. On a changé tous les joints toriques. On pense à les huiler pour éviter de les abîmer au remontage. On va changer aussi après notre filtre à huile. Pareil, qu'on va penser à huiler. Et là, on va positionner notre démarreur. Pareil, on a changé les joints toriques. Donc là, pour pouvoir enquiller notre démarreur, la petite astuce, c'est de le remettre, le positionner sans le serrer de manière définitive. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'arriverez pas à l'enquiller après une fois que le carter est positionné. Donc là, petite info à partager. J'ai pas réussi à trouver de rotor de SXF de 2013. Donc on est parti sur un rotor d'occasion, rotor stator d'occasion, parce que c'est des pièces qui sont onéreuses chez KTM. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai trouvé un rotor d'une 2014, mais KTM a eu la bonne idée de changer son système de roulement. Donc pour pouvoir positionner un rotor de 2014
sur une 2013, il faut changer aussi la roue libre de démarreur. Parce que si vous voulez, le diamètre de l'encoche qui vient s'enfiler dans le rotor n'a pas le même diamètre. Enfin, c'est pas le même, tout simplement. Donc, si un jour vous avez une KTM 350 SXF de 2013, comme sur la vidéo, et que vous avez un rotor qui a cassé, vous pouvez mettre un rotor de 2014, mais il faudra absolument changer la roue libre de démarreur. Voilà. Donc là, on repositionne notre pignon d'entraînement de la roue libre de démarreur. Donc, pareil, on enquille maintenant le rotor. On fait attention de bien rentrer notre rotor par rapport au pignon. Chose aussi que j'avais oublié de vous dire, pour pouvoir enquiller le rotor, il faut pas mettre le circlips du pignon d'entraînement. Là, je me suis fait avoir sur la vidéo. C'est qu'il faut le mettre après parce qu'il faut jouer un petit peu avec le pignon pour que le rotor puisse passer. On va pouvoir serrer notre rotor. Le moteur, la rotation du moteur est toujours bloquée avec notre vis de blocage. On va pouvoir serrer du coup notre rotor au couple demandé sans outil de blocage, ce qui est plutôt une chose assez cool chez KTM. Voilà. Donc une fois que tout notre système électrique est remonté, on va pouvoir mettre notre joint neuf et enquiller notre carter d'allumage. Donc là, on remet les petits pignons de centrage. Très important pour que le carter soit à sa position définitive. Et là, on va pouvoir enquiller notre carter avec le stator à l'intérieur. Donc là, comme vous le voyez, j'ai bien fait de mettre mon démarreur en amont. Parce qu'en gros, si vous le faites pas après, c'est impossible de mettre votre carter, de mettre votre démarreur une fois que le carter est positionné. Vous n'avez pas assez de place. C'est vraiment une galère. Donc là, on va pouvoir remettre notre limitateur de couple et serrer notre carter. Donc là, une fois qu'on a fermé tout ça, on va pouvoir s'attaquer à nos goujons de serrage de notre haut moteur, donc c'est-à-dire l'ensemble cylindre et culasse. Donc ça, c'est des goujons qui sont très importants et qu'il faut traiter avec amour et respect. Donc sur le 350, on avait remarqué qu'ils étaient complètement bouffés par la rouille. Tout simplement parce que les filetages, ils n'avaient pas été graissés. Donc moi, j'en ai profité, je les ai enlevés, je les ai poncés pour leur redonner un aspect propre, pour enlever toute la rouille. Je les ai lubrifiés et j'ai graissé les filetages. Pourquoi graisser les filetages? Donc ça permet de les protéger de la corrosion. Et donc ça donne à votre filetage une longue durée de vie, en gros. C'est-à-dire qu'au prochain desserrage, il n'y aura pas de problème, le filetage est protégé. Et ça, c'est très important pour avoir un serrage de votre haut moteur, de votre ensemble, cylindre, culasse, un serrage homogène. J'ai même profité pour refaire le filetage d'un des goujons qui était bouffé complètement par la rouille. Et là, au moins, vous savez que vous repartez avec un ensemble de goujons en bon état, qui sont propres, qui sont nettoyés, et au moins là, votre serrage il sera homogène et optimal. Parce que n'oubliez pas une chose, le serrage de la culasse, ça fait partie du bon fonctionnement de votre moteur, ça fait partie de l'étanchéité de la chambre de combustion. Une culasse mal serrée ou serrée de manière non homogène, hétérogène, vous pouvez déformer votre culasse et là, c'est la catastrophe. On va procéder maintenant au montage du piston. On a vérifié la cote avec le micromètre
avec le comparateur d'alésage pour voir si on était bien dans les codes constructeurs. On va pouvoir monter maintenant nos segments. Là, vu qu'on a des goujons qui sont relativement longs, j'ai procédé par un montage du piston d'abord dans le cylindre. Pour la simple et bonne raison que quand vous avez des gros goujons comme ça, que c'est pas des vis c'est pas des vis, les vis de culasse, vous n'avez pas trop de place avec les doigts pour pouvoir enquiller votre cylindre dans votre enquiller votre piston pardon dans votre cylindre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon piston d'abord dans mon cylindre, comme ça au moins mes segments ils sont rentrés, tout sera beaucoup plus simple. Et j'aurai juste à mettre mon petit circlips qui viendra bloquer mon axe de piston. Bien évidemment, on fait attention, on couvre notre bas moteur pour éviter que le circlips y tombe dedans. Parce que là, ça y est, on est sur la fermeture, donc ce serait dommage d'avoir à réouvrir pour sortir le circlips. Et on fait attention de le mettre dans une position loin de l'encoche. Alors si vous voulez, sur votre piston, vous avez une petite encoche qui vous permet de sortir votre circlips. Et ben si vous voulez, l'espace du circlips, il doit être orienté vers le haut ou vers le bas, pas vers la gauche ou vers la droite. C'est uniquement l'espace de votre circlips. Il doit être orienté vers le haut ou vers le bas uniquement. Là maintenant, on a monté notre cylindre, notre piston est dans notre cylindre, ça tourne bien, il n'y a pas de souci. J'ai remis mon filtre à huile que j'ai huilé en amont. Et là, on va pouvoir positionner notre joint de culasse, ce fameux joint de culasse qui fait de nombreuses histoires dans la mécanique. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un joint de culasse adaptable. C'est une marque adaptable, mais je conseille vivement tout le monde d'utiliser le joint de culasse de la marque, enfin proposé par le constructeur, que vous trouverez sur les sites de microfiches avec toutes les pièces détachées de la moto. Pourquoi ? Parce que là, par exemple, sur ce joint de culasse-là, j'ai dû agrandir les trous par lesquels passent les goujons de centrage, les pions de centrage. Donc c'est normalement une pièce, elle rentre définitivement, surtout que les goujons n'étaient pas déformés. Donc avoir à faire du bricolage sur un joint neuf, c'est pas l'idéal. Donc le mieux, c'est d'utiliser le joint proposé directement par le constructeur. Donc là, on va passer au serrage intéressant, c'est-à-dire le serrage de notre culasse. J'ai pensé surtout à graisser les filetages extérieurs, parce que les filetages intérieurs de vos goujons, ils vont être maculés d'huile. Donc c'est pas la peine de les lubrifier avec de la graisse. Mais les filetages extérieurs, protégez-les. Ça va leur éviter de se détruire, d'être détruits par la corrosion, d'être détruits par la rouille. Et ça vous permettra d'avoir un serrage optimal de votre culasse. Là, pour le serrage, toujours la même chose. On procède en croix et progressivement. Là, le serrage de cette culasse, il se fait en trois cycles. Donc le premier cycle de mémoire, c'est 10 Nm. Voilà, pour que la culasse prenne sa position. Ensuite, on va serrer à 30 Nm pour pouvoir allonger les goujons. Les goujons vont venir s'allonger pour être en position de serrage définitive. Et le troisième cycle, ce sera un serrage toujours en croix et progressif à 50 Nm. Donc là, notre culasse, ce sera parfaitement serré de manière homogène et de manière progressive. Voilà. Parce que si vous serrez, imaginons, à 50 Nm d'un coup, le serrage ne sera pas homogène. La culasse ne se sera peut-être pas bien positionnée à son emplacement. Et peut-être qu'elle sera serrée de manière plus d'un côté que d'un autre. Donc surtout, toujours serrer votre culasse, peu importe le moteur, par rapport aux recommandations de votre constructeur, du constructeur concerné. Donc là, on a un serrage en 3 passes. Première passe, 10 Nm. Deuxième passe, 30 Nm.
Troisième passe, 50 Nm. Ensuite, on va pouvoir serrer nos petites vis de 8 pour le serrage définitif du bloc haut. Alors ensuite, là ici, on voit que c'est l'endroit de la vis de blocage. Pour savoir si vous êtes au point mort haut, comme sur la vidéo l'indique, on voit la petite échancrure sur notre vilebrequin. Donc quand on voit cette échancrure, c'est qu'on est au point mort haut. Et là, pour pouvoir remonter le moteur, de toute façon, il faut mettre le moteur au point mort haut pour caler notre distribution au niveau des arbres à cam. On a bien vu aussi dans le puits à bougie que notre piston était en position haute. Donc là, on va pouvoir resserrer notre vis de blocage. Comme ça, au moins, on est sûr que lors du remontage des arbres à cam, le piston ne va pas changer de position. On va penser à bien huiler toutes les parties qui sont en contact au niveau des arbres à cam, donc c'est-à-dire les portées, les paliers et les arbres à cam en eux-mêmes. On peut utiliser de l'huile moteur, mais le meilleur, c'est le bisulfure de molybdène. Donc c'est un lubrificateur qui résiste aux fortes températures, aux grosses contraintes et aux grosses pressions. Donc ça garantit une lubrification dans la durée de votre arbre à cam. Et ça va le protéger. Ça va protéger vos pièces. Donc là, comme on voit, le palier, il a été lubrifié avec le molybdène. On fait la même chose sur notre arbre à cam, et on fait la même chose sur nos portées d'arbre à cam sur la culasse. Une fois qu'on a fait ça, on peut positionner nos arbres à cam dans leur position du point mort haut. Donc pour le remontage des arbres à cam, pour qu'ils soient correctement positionnés, c'est-à-dire au point mort haut, pour que vos arbres à cam soient positionnés au point mort haut, le petit disque ovale juste derrière les cams arrière des arbres à cam, compliqué à comprendre mais vous verrez à l'image, il faut que ces petits disques, le plat de ces petits disques soit parallèle à notre plan de joint de culasse. Il faut que vous positionnez vos arbres à cam avec les deux disques dans le même alignement et parallèle au plan de joint de culasse. Et là, vos arbres à cam, ils seront positionnés au point mort haut, donc ils seront à la bonne position pour le calage de la distribution. Vu que nos repères sont positionnés sur les paliers d'arbres à cam, vous les mettez dans cette position-là et normalement, votre distribution après sera parfaitement calée et vous n'aurez pas à redémonter pour déplacer d'une dent etc. Donc là on met le palier en place, le palier d'arbre à cam en place. On peut le tapoter gentiment avec un maillet Et là, maintenant, on va pouvoir constater à l'image qu'on a nos 4 repères de distribution. Donc là, vous voyez bien que les petits disques dont je vous parlais, c'est les petits plats là, qui sont derrière les cams arrière. Et ces petits disques, quand ils sont alignés avec le plan de joint, ils nous permettent d'observer sur le palier les 4 petits points, les repères de distribution. Donc il faut absolument voir les 4 pour que votre distribution soit parfaitement calée. Donc une fois qu'on a nos arbres à cam sont correctement positionnés, on va pouvoir les serrer et on fait un serrage en croix et progressif. Donc on commence par les extérieurs, ensuite on va à l'extérieur en face, en diagonale, puis on revient à l'intérieur, on fait la même chose en diagonale, etc. Ça nous permettra d'avoir un serrage régulier et homogène. Toujours au couple, bien évidemment, préconisé par le constructeur. Là, on voit rapidement comment actionner notre tendeur de chaîne hydraulique. Donc pour ça, vous mettez de chaque côté du tendeur une pièce de 50 centimes et vous venez exercer une pression dessus.
Lorsque le tendeur de chaîne viendra en buter contre les pièces, il sera à la position exacte pour pouvoir être remis en place. Donc 2 pièces de 50 centimes mis de chaque côté du tendeur, on appuie dessus, le tendeur est enclenché à la bonne position. Pour réactionner le tendeur, il suffira juste de venir chatouiller la butée hydraulique avec un petit tournevis en poussant dessus et ça réactivera le tendeur de chaîne. Chose très importante qu'on voit pas à l'image, on enlève la vis de blocage, on remet le joint en cuivre et on resserre la vis de blocage pour pouvoir laisser le moteur tourner. On va vérifier aussi en faisant plusieurs tours d'affilée, voir que notre chaîne ne saute pas, qu'elle est correctement tendue, que la tension est régulière. Et une fois qu'on a fait ça, là on va pouvoir mettre notre joint en ayant pris le soin de mettre de la pâte à joint au niveau des 2 yeux. J'appelle ça les yeux parce que ça me fait penser à des yeux. Mais à ce niveau-là, parce que c'est un point critique où l'huile peut s'échapper vu que l'épaisseur du joint est plus grosse, quoi, tout simplement. Donc on vient mettre ça et après on peut enquiller notre couvercle de culasse en faisant attention de bien l'insérer et en vérifiant que notre joint est correctement rentré partout. Surtout au niveau du puits à bougie. Parce que si votre joint n'est pas correctement positionné, l'huile va passer, ce qui aura pour résultat de noyer votre bougie. Et du coup, votre moto s'éteindra d'une manière spontanée. Et là, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous poser la question, je viens de refaire le moteur, ceci, cela. Et sans penser directement à la bougie, ça va vous mettre les nerfs, quoi. Donc pensez à bien caler le joint, surtout à ce niveau-là, que ce soit bien étanche. Et comme ça, vous n'aurez pas de problème. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que c'était pas trop long et que les explications étaient compréhensibles. En tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. À très bientôt sur de nouveaux chantiers. Et je vous dis peace.